Depuis la création d'Israël en 1948, les tensions sont très vives et 3 guerres ont déjà eu lieu entre Israël et ses voisins arabes. La troisième de ces guerres, la guerre des 6 jours en 1967, s'est conclue par une défaite cuisante des États arabes. Israël a pris possession en particulier du Golan et du Sinaï. Entre 1967 et 1970, la guerre se poursuit de manière larvée, on parle même de guerre d'usure. Après la mort de Nasser, l'Égyptien, les propositions de paix de son successeur, Anwar el-Sadat, sont rejetées. Par ailleurs, si la Syrie a renforcé son armée en vue de regagner du prestige au sein du monde arabe, la Jordanie craint quant à elle qu'une nouvelle guerre ne lui fasse perdre encore des territoires. En Égypte, Sadat a pris le parti de la guerre pour venger les Arabes des humiliations du passé, en particulier celle de 1967, et pour grandir son autorité en Égypte. Sadat menace l'URSS de se tourner vers les USA si l'Égypte n'obtient pas d'aide militaire lui permettant de faire face à Israël. Pourtant, dans le contexte international de la détente, Brejnev tente de détourner l'Égypte de son projet de guerre pour éviter que le Proche-Orient ne mette à mal cette détente. Malgré les nombreux indices parvenus au gouvernement israélien qu'une attaque était en préparation de la part de l'armée égyptienne, le gouvernement israélien s'est toujours refusé à lancer une attaque préventive. D'abord parce que certaines informations étaient jugées peu fiables, ensuite et surtout parce que, en attaquant en premier, Israël passait pour être le fauteur de troubles de la région et risquait de ne pas recevoir l'aide éventuellement nécessaire de la part de ses alliés, en particulier américains. Syriens et Égyptiens lancent donc une attaque surprise le 6 octobre 1973 et avancent pendant 24 à 48 heures le temps que les Israéliens se réorganisent. Il faut noter que l'attaque a lieu le jour du Yom Kippour, jour de jeûne et férié en Israël. La ligne Bar Negev, qui devait assurer la sécurité de la région du Sinaï le long du canal de Suez, vole rapidement en éclats. L'équilibre est rétabli au bout d'une semaine et Israël peut alors lancer des contre-offensives. L'armée israélienne pénètre en Syrie et passe même le canal de Suez pour avancer en Égypte. Le 22 octobre, l'ONU appelle à un cessez-le-feu. Le lendemain, URSS et USA menacent d'une intervention militaire directe. L'Égypte obtempère le 23 octobre, la Syrie accepte le cessez-le-feu le 24 octobre 1973. Le 11 novembre 1973, Israéliens et Égyptiens signent un accord dit du kilomètre 101, par lequel les deux pays reviennent sur leur position d'avant le conflit. On déplore 3000 morts et 800 blessés côté israélien, 9500 morts et 20 000 blessés du côté des alliés arabes. Malgré la défaite, Sadat a lavé l'affront de 1967, il est parvenu un temps à mettre à mal la défense israélienne et à rallier les peuples arabes à sa cause. Il apparaît clairement après la guerre du Kippour que le conflit israélo-arabe n'a pas de solution militaire, la négociation commence à apparaître comme possible. Suite à la guerre du Kippour, les États pétroliers décident d'une forte augmentation du prix du pétrole, qui est à l'origine du choc pétrolier de 1973. En Israël, cette guerre a démontré que l'armée n'était pas invincible, que les renseignements n'étaient pas infaillibles. Les autorités sont contestées, l'image du pays dans le monde sort ternie de ce conflit. Les relations privilégiées que l'État d'Israël entretient avec les États-Unis sont critiquées.